partout. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez bien, du 9 au 11 décembre, au 14 plutôt décembre 2024, il s'est organisé au centre financier de Kinshasa, voulais-je dire, les états généraux du portefeuille. Justement, comme on a l'habitude de le dire, que les entreprises sont des canards boités, il fallait qu'on puisse échanger la donne à travers des nouvelles propositions, organisation de nouvelles idées, question de permettre aux entreprises publiques congolaises d'être boostées. C'était certainement, vraisemblablement, à la cause ou bien l'obligabilité de l'organisation de cette initiative à travers le ministre du portefeuille, les états généraux du portefeuille dont le go a été lancé par les présidents Tshisekedi, clôturé par la première ministre Judith Suminwa. Alors, pour quelle finalité est-ce qu'après ces états généraux, peut-on dire que cette fois-ci, les entreprises publiques congolaises pourront décoller? C'est une question qui mérite d'être posée, messieurs et dames. Interface, vous nous suivez de partout tout au long de cette émission. On va revenir sur les détails avec beaucoup de précision en ce qui concerne les états généraux du portefeuille, mais aussi, pourquoi pas, essayer d'analyser en ce qui concerne cette tripartite devenue bipartite entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Vous savez, le président Tshisekedi qui lui était ce dimanche à Luanda, la capitale angolaise, justement pour aussi rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame. Malheureusement, ces derniers n'avaient pas fait le déplacement pour Rwanda. D'autres personnes parlent d'humiliation. Certains même vont jusqu'au niveau de condamner la manière de faire de Kinshasa, qui traite de la légèreté en ce qui concerne la diplomatie qualifiée d'une diplomatie agissante du président Tshisekedi. À tout à l'heure pour les analyses. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Ley. Bonjour ici présent. Bonjour également à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Alors vous nous suivez de partout et bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors pour répondre à toutes ces questions, pour analyser ces thématiques, nous recevons pour vous Maître Trésor Likonza. Il est écrivain, auteur de plusieurs livres qu'on a abordés ici sur ce plateau de CML 13 à télévision. Lui qui était parmi les invités ayant pris part à ces états généraux des entreprises publiques du portefeuille. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser, d'aborder ces thématiques. Bonsoir Maître Trésor, voulais-je dire, et bienvenue. Bonsoir et salut à tout le monde. Alors, vous allez bien, Maître Trésor? Très bien, Dieu fait grâce. On est là. Alors, je vais parler du Maître Sadi parce que souvent, je tourne aussi des émissions avec Maître Sadi Ntumba, que je salue depuis Goma. Maître Sadi qui a fait un déplacement pour prendre part à l'audience de ses côtés. Alors, Maître Trésor, d'entrée de jeu, on va commencer avec du portefeuille des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. D'abord, comment vous avez trouvé l'initiative en ce qui concerne l'organisation de ces états généraux? Très génial, une très bonne initiative de la part du ministre d'État du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, qui a saisi l'occasion pour réunir les différentes couches d'acteurs afin de réfléchir sur comment relever le niveau de gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Et les états généraux ont été tenus sous le thème faire des entreprises du portefeuille de l'État un levier important de la croissance économique et du développement de la RDC. Et donc, ouvert par le président de la République, comme vous avez dit, et les assises ont été clôturées par le Premier ministre, Madame Judith. Et bien, c'était des moments merveilleux, des moments de réflexion profonde, d'analyse, de discussion, de débat, mais aussi de soumettre ou de proposer des pistes de sortie qu'on peut ici appeler recommandations. Mais j'aimerais déjà au départ préciser que une entreprise du portefeuille est toute société dans laquelle l'État ou toute personne de droit public a la totalité du capital social ou une participation.
Eh bien, quant à l'entreprise publique, c'est également toute société, mais dans laquelle l'État a la totalité ou la majorité absolue du capital social. Donc cette nuance-là, on doit bien la saisir pour ne pas confondre les deux concepts. Mais comme je viens de le dire, toute entreprise publique est entreprise du portefeuille. Mais l'inverse n'est toujours pas pareil. Et donc cette occasion a permis à la nation tout entière de s'arrêter quelques minutes pour voir le passé et discuter du présent et projeter sur l'avenir, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on avait organisé les derniers états généraux des entreprises du portefeuille. On est arrivé en 2008, il y a eu les dernières réformes des entreprises du portefeuille avec 3 lois en vigueur jusqu'à présent, et on voulait vraiment donner un nouveau sens, une nouvelle image aux entreprises du portefeuille de l'État. En 2008, c'était des réformes aussi agréables et merveilleuses, mais on était parti de la situation des années, je crois, des années 70, où il y avait une autre loi qui organisait les entreprises, le fonctionnement des entreprises du portefeuille. Et il y avait également un autre cadre organique qui ne donnait vraiment pas l'essence à ce qu'on pouvait entendre par entreprise publique. Parce que là, on faisait le mélange, les méli-mélo. Il y en avait qui n'exerçaient même pas les activités génératrices des recettes ou des revenus, ou des activités commerciales, mais on les assimilait toutes à des entreprises publiques, bien sûr. Mais quand on parle d'une entreprise, on voit les lucres, il y a l'idée des lucres, du profit. Là, on exerce les activités pour gagner, pour réaliser un gain, un bénéfice. Alors que avant 2008, toutes les entreprises publiques ne réalisaient pas que les bénéfices. Car, par exemple, je peux prendre rapidement de l'OZRT, Office zaïrois des radiodiffusions et télévision, devenue radio-télévision nationale congolaise. Elle ne réalise pas les bénéfices au même titre que la SNEL, au même titre que la Régie des eaux, la GECAMINE. Vous voyez, les universités, les instituts supérieurs étaient assimilés à des entreprises publiques, alors que ces institutions ne sont pas commerciales à proprement parler. Donc il y avait comme ça les soucis de séparer des entreprises qui se trouvaient dans les secteurs marchands, qui ne se trouvaient pas dans ces secteurs-là, et de trouver des concepts pour essayer de différencier. C'est ainsi qu'en 2008, de la transformation des entreprises publiques. Et ces entreprises publiques ont été transformées les unes en sociétés commerciales pour celles qui étaient dans les secteurs marchands, c'est-à-dire que celles qui avaient vraiment vocation d'exercer les activités lucratives et génératrices des recettes. Et ceux qui n'avaient pas cette vocation-là, celles qui n'avaient pas cette vocation-là, devaient être transformées soit en établissement public, soit en service public, et celles dont l'objet n'avait plus d'essence, ou celles qui étaient déjà devenues sans objet, devaient être dissoutes carrément. C'est ainsi qu'on peut les remarquer, les anciennes entreprises publiques, parmi elles, certaines n'existaient plus, parce que seulement elles ont été dissoutes. Donc on devait supprimer celles qui n'avaient plus d'objet d'exister. Et c'est ainsi que depuis 2008, donc on a mis en place les établissements publics et les sociétés commerciales dont l'État est actionnaire unique. Et bon, il y a également les services publics qui fonctionnent jusqu'à présent. Les services publics sont des prolongements de l'administration publique, des services de l'État et tout. Et bien voilà, et depuis 2008, si vous comptez aujourd'hui, ça nous fait également plus de 10 ans
plus de 10 ans. Alors on devait s'arrêter pour voir si vraiment les réformes de 2008 ont permis d'atteindre les objectifs assignés, c'est de sortir du lot des entreprises, celles qui n'étaient vraiment pas à proprement parler entreprises, c'est-à-dire unité de production commerciale. Et on a vu que sur le terrain, les établissements publics fonctionnent, mais ils n'exercent pas les commerces. Et il y a aussi des entreprises du portefeuille qui sont devenues des sociétés commerciales qui, elles, exercent les commerces et réalisent les bénéfices. Mais est-ce que ces réformes-là de 2008 ont aidé l'État à renflouer ses caisses, ont aidé l'État à donner à la population ce qu'on appelle chaque jour dit social, parce que le social dont question chaque jour est basé sur les activités de ces entreprises du portefeuille. Et ici, je suis heureux qu'on ait plébiscité le ministre d'État du portefeuille parmi d'autres également, ressortissants du Grand Équateur, de l'espace Grand Équateur, parmi les acteurs politiques. Il est plébiscité leader politique majeur du Grand Équateur. À partir de ces états généraux des entreprises du portefeuille, justement, par un média qu'on appelle Big Rouge News. On l'a vu sur les réseaux, sur Internet, ça circule jusqu'à présent. Et c'est pour lui dire que ce qu'il vient de faire là, c'est ce qui manquait à l'État congolais. Et c'est aussi une opportunité pour le gouvernement Judith de saisir les recommandations, puisque ces jours-là, lorsque le Premier ministre est venu pour clôturer, dans la salle, on avait présenté toutes les recommandations. Et la salle a été très très mouvementée par les applaudissements des participants qui étaient très contents, satisfaits de la présentation de ces recommandations. Cela veut dire qu'on n'avait pas imposé les recommandations aux participants, on n'avait pas soustrait les recommandations, on a présenté fidèlement les recommandations des participants. Et Madame le Premier ministre était également satisfaite de cela. Et elle avait même félicité le ministre d'État. Bon, je ne suis pas ici pour parler au nom du ministre d'État ou bien faire sa communication, mais on doit quand même les féliciter pour ces gestes-là. Alors, Maître Trésor, on va aborder les recommandations, on va aborder le déroulement des 6 états généraux du portefeuille. Mais avant tout, selon vous, pouvez-vous nous faire l'économie de ce qui est aujourd'hui les entreprises publiques en République démocratique du Congo? Parce qu'à un moment, on qualifiait ces entreprises comme des canards boités au vu de ce qui s'est passé là-bas, ou bien au vu de ce qui se passe, le désordre, tout ça, la désorganisation bien organisée. De vous-même, qu'est-ce que vous avez fait comme constat? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la JVCA, dans les fonctionnements des entreprises publiques avant, au niveau des propositions ou encore du déroulement de ces états généraux? Bien, autour du thème principal, il y a eu des sous-thèmes, plusieurs sous-thèmes, des éminents professeurs d'université, des experts de haut niveau, des partenaires du ministère du portefeuille et de l'État, tour à tour, développaient des sous-thèmes importants. Mais en gros, ce que tout a relevé dans la salle, c'est plus les problèmes d'hommes. Quand on parle des problèmes d'hommes, on voit la gestion même des entreprises du portefeuille. Cela veut dire que ces entreprises sont gérées par ceux qu'on appelle mandataires publics ou mandataires de l'État. Et ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Et il y a un problème d'hommes, en gros. Quand bien même les exceptions ne manquent pas. Mais en gros, c'est un problème d'hommes, problème de gestion. Problème de gestion. Donc, autour du thème principal, on a relevé comme problème. D'abord les conflits récurrents entre les présidents ou membres
du conseil d'administration et les directeurs généraux. Et aussi les directeurs généraux et les généraux adjoints. C'est ce qui bloque la machine. D'un côté, le président du conseil d'administration cherche à imposer sa loi aux directeurs généraux. Entre-temps, les directeurs généraux se réfèrent au texte. Pour ceux qui maîtrisent les textes, se réfèrent au texte. Et ça crée souvent un blocage dans la gestion. Et vous allez voir, remarquer aussi que le directeur général, qui a tous les pouvoirs pour gérer au quotidien l'entreprise du portefeuille, ne donne pas assez d'attribution des pouvoirs au directeur général adjoint. Et le directeur général adjoint, connaissant qu'il a été en même temps que le directeur général nommé par ordonnance du président de la République, ça crée comme ça une frustration, un climat malsain au sein du comité de gestion. Entre-temps, le conseil d'administration, si il a plus d'intimité avec l'un ou l'autre parmi les deux, directeur général ou directeur général adjoint, prend position, prend parti pour tel au détriment de l'autre. Et vous voyez comme ça des cas où le conseil d'administration frappe le directeur général. Et parfois, c'est le directeur général qui réplique en disant que non, le conseil d'administration ne peut pas. Et comme ça, il y a comme ça un blocage déjà au niveau de la tête de l'entreprise du portefeuille. Et on a essayé de tabler sur ça, mais si vous remarquez, dans les différents textes portant le fonctionnement, organisation et fonctionnement de ces entreprises, il y a différents échelons de pouvoir. Il y a les conseils d'administration, bien sûr, qui vient au premier rang. Et le conseil d'administration n'a le pouvoir que de donner les orientations, de prendre des décisions, lesquelles décisions doivent être exécutées par les comités de gestion, bien sûr en tête les directeurs généraux, et de contrôler également l'action du comité de gestion. Mais le conseil d'administration ne peut pas aujourd'hui, depuis les réformes de 2008, prendre des mesures de gestion quotidienne d'une entreprise du portefeuille. Mais c'est ce qui s'est fait malheureusement. Et bien voilà. Il y a également, après le conseil d'administration, les comités de gestion qui assurent la gestion quotidienne. La gestion quotidienne, ce n'est pas le conseil d'administration. Donc là, le malentendu a été relevé dans la salle, des cas comme ça où les uns et les autres ne maîtrisent pas leur rôle. Et il y a également ce qu'on appelle l'autorité de tutelle. La tutelle, parce que chaque entreprise du portefeuille est placée sous la tutelle d'un ministre membre du gouvernement. Mais toutes ces entreprises dépendent directement du ministre, comme on l'appelle, on l'a nommé ministre d'État du portefeuille. Et il y a des ministres sectoriels qui ont la tutelle sur chaque entreprise du portefeuille. Alors, les autorités de tutelle ont également leur portion de pouvoir, leurs limites. Et ces autorités ne peuvent pas dépasser les limites tracées par les textes. Et ces questions constituent des problèmes, et lesquels problèmes ont été relevés au cours de ces états généraux avec des propositions. Tour à tour, les intervenants, ceux qui avaient les pouvoirs d'exposer, ont fait des recommandations, relevé les forces et les faiblesses. Et également, on a parlé des cas des sanctions, par exemple. Et on a soulevé ces cas-là parce que, vous savez, dans tout ça, quand j'ai parlé des problèmes d'hommes, au départ, j'ai dit qu'il y a un problème d'hommes. Et quand il y a un problème d'hommes, c'est parce que la manière dont on recrute les mandataires actifs, surtout actifs de l'État, les membres des comités de gestion, les critères ne sont pas clairement définis, préétablis. On ne sait pas sur base de quels critères ces mandataires actifs sont recrutés. Et ils arrivent là peut-être par simple recommandation politique
parce qu'on a partagé des postes, tel parti politique aura des entreprises, tel autre aura quatre entreprises, et chaque parti politique va envoyer ces gens, et finalement les noms vont arriver sur la table du président de la République, et le président de la République va nommer des gens dont on ne maîtrise pas la capacité de conduire une entreprise du portefeuille. Et ça pose un grand problème, un réel problème, un sérieux problème. Alors, le problème d'homme revient toujours. Lors des États généraux, on a également pensé à clarifier les profils des mandataires. Je crois que dans les jours à venir, en voyant donc le ministre d'État du portefeuille, comment il s'est comporté dans la salle, il était très attentif lors des débats. Vraiment, moi je suis sûr qu'il ne va pas croiser les bras, il va chercher à relever les défis. Et c'est comme ça qu'on a également insisté sur la sanction. Et la sanction, il y en a au niveau administratif et il y en a aussi au niveau judiciaire. Sanction administrative, il y a le président de la République, il y a le ministre du portefeuille. Le président de la République peut révoquer un mandataire et le ministre du portefeuille peut suspendre. Donc, si on arrive à déceler un cas de dérapage dans les chiffres des mandataires, donc il faut suivre la procédure par rapport aux sanctions. Et on a insisté sur ça. Je me souviens, c'est le professeur Luzo Lobambi qui développait sur ces sous-thèmes, et il était vraiment abondant sur cet aspect-là, et il a insisté. Et même quand on suspend, parce qu'il arrive qu'on suspende aussi, parfois on suspend pour laisser les mandataires dans cet état et sans les relever même au terme du délai qui a été fixé dans l'acte de suspension. Et finalement, celui qui est resté là, c'est le directeur général adjoint peut-être qui assume l'intérim, et il va assumer l'intérim jusqu'à ce que le président de la République trouve utile à nommer d'autres mandataires. Donc ce n'est pas aussi normal. Donc on a vraiment discuté de toutes ces questions-là lors des États généraux, la question des commissaires aux comptes et la mission d'assurer les contrôles des opérations financières. Donc plusieurs questions ont été abordées. Alors Maître Trésor, merci beaucoup pour ça. Est-ce que puisqu'il s'agit déjà des entreprises congolaises, aviez-vous pensé aussi à la question émanant aux demandeurs d'emploi, à qui on veut nécessairement qu'ils aient au moins 10 ans d'expérience professionnelle, alors qu'il ne faudrait pas oublier qu'il faut donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas autant d'expérience professionnelle? Oui, la question du personnel a été également abordée, et aussi par rapport à l'âge de carrière de ceux qui sont dans des entreprises. Il y en a qui doivent aller en retraite, justement. Si on veut penser aux jeunes, à la jeunesse, il faudrait aujourd'hui que, à partir des recommandations des États généraux des entreprises du portefeuille, on mette en place une politique visant à retraiter, si pas en bloc ou en boucle, progressivement, ceux qui sont éligibles à la retraite, pour laisser justement la place aux jeunes étudiants, finalement aux jeunes diplômés, et même aux anciens diplômés qui sont des chômeurs. Donc ils vont trouver l'opportunité pour également intégrer ces entreprises du portefeuille. Mais est-ce que ces jeunes ne seront plus frustrés avec cette affaire de plusieurs expériences professionnelles? Parce que actuellement c'est ce qui frustre beaucoup des jeunes, et ils se découragent juste parce que vous verrez un jeune qui a peut-être 2 ans d'expérience, mais va faire une demande d'emploi dans un endroit où on veut nécessairement est-ce qu'il ait 5 ans ou voire 6 ans d'expérience. Moi personnellement, j'ai été toujours contre cela. Ce que moi je propose souvent, c'est de soumettre tout le monde à un concours, à un test. Peu importe votre expérience de 10 ans, 20 ans, un diplômé
d'une école, d'une université qui vient introduire son dossier. Mettez-les tous et en face des jurés qui vont les examiner et on va tester les niveaux de chacun. Parce que, vous savez, même ceux qui se disent avoir de l'expérience, 5 ans, 10 ans, mais si vous remontez les temps pour voir comment ils ont été recrutés, vous allez comprendre qu'ils n'avaient pas cette expérience-là, mais ils ont été quand même recrutés. Alors pourquoi alors aujourd'hui imposer, il vient de finir ses études universitaires, une expérience d'1 an, 2 ans, 3 ans. Alors lui, il va attendre 3 ans à la maison pour chercher l'expérience alors qu'il ne travaille pas. Quand est-ce qu'il aura cette expérience-là? Non, soumettez tout le monde au test, à un concours. Vous voyez, sous d'autres cieux, les entreprises se disputent les ressortissants des grandes écoles. Déjà, les étudiants qui sont aux années terminales, les entreprises viennent dans des universités pour solliciter ces étudiants-là, qui vont sortir des universités cette année. Les entreprises introduisent déjà leurs demandes de ces étudiants. Donc, dès lors qu'ils sont sortis de l'université, ils vont directement pour travailler. Mais chez nous, pourquoi ne doit-on pas arriver à les faire? L'histoire de l'expérience, c'est aussi, il faut le dire, c'est aussi le niveau d'enseignement. À un moment, notre enseignement a connu des problèmes. Des problèmes parce que il n'y en avait pas à l'époque. Cette histoire-là de l'expérience, il n'y en avait pas. Mais ceux qui recrutent ont compris par moment que les gens qui viennent dans leurs entreprises avec des diplômes des grandes écoles, des grandes universités, n'ont pas des niveaux requis. Bon, mieux vaut recruter quelqu'un qui a déjà travaillé, qui fait confiance à un tel diplôme. Si l'université a une forte notoriété, mais ceux qui étudient là-bas, est-ce qu'ils sont assidus? Est-ce qu'ils s'adonnent? Est-ce qu'ils prennent le temps de suivre les enseignements régulièrement? Ils sortent de ces universités pour peut-être ternir l'image de ces universités-là. C'est peut-être, j'imagine, la raison d'être de cette expérience. Mais au-delà de tout, on ne peut pas s'éterniser dans le mal. C'est pas bon. Il faut revenir dans la bonne situation et soumettre tout le monde au test, au concours. Mais cela n'empêche pas de faire confiance à ceux qui avaient déjà travaillé ailleurs. Donc, il faut faire la part des choses. Ouais. Alors, c'est quand même une initiative à applaudir. Et vous pensez qu'avec cette initiative, on peut dire que ce deuxième mandat du président Tshisekedi a une partie de sa réussite? Mais bien sûr. Parce que même lors de l'ouverture des États généraux, le président de la République lui-même était là. Il avait parlé. Il était très content. Très content que ces assises se tiennent. Je voulais vraiment qu'à partir de ces États généraux, les entreprises du portefeuille soient revêtues d'une nouvelle robe. Bon, vous venez de parler des canards boités. J'ai entendu parler de ça là-bas dans la salle. Il y a eu des agents de ces entreprises, les cadres, les responsables. Tous étaient là. Et ils posaient des questions. Il y avait un débat houleux. Il n'y avait pas que des étrangers comme nous, parce que moi, je ne travaille pas dans l'une de ces entreprises-là. Mais il y avait également les travailleurs de ces entreprises-là dans la salle et qui participaient au débat, aux discussions, et qui applaudissaient et qui contestaient même. Vous voyez, il y a eu des ministres également qui ont exposé, cas du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui avait parlé de la protection juridique et judiciaire des entreprises du portefeuille. Et là, il a relevé la question des jugements intempestifs, des condamnations intempestives des entreprises du portefeuille à cause des complots
de certains acteurs de la justice, avec des cadres, les hauts cadres de ces entreprises-là, pour condamner les entreprises du portefeuille à des sommes colossales, 40 millions, 42 millions de dollars, 50 millions, 60 millions de dollars. Ça, c'est pour tirer l'entreprise. Vous voyez. Donc, on a discuté de tout ça. Mais moi, je pense que ces assises, c'est une bonne occasion pour le président de la République, surtout, de s'approprier des recommandations de ces États généraux. Et surtout avec l'efficacité du ministre d'État du portefeuille, Jean-Lycée Boussa, comme on l'appelle depuis un certain moment, je l'ai dit, leader politique majeur du Grand Équateur. Moi, je le suivais depuis qu'il était au MLC, jusqu'à ce qu'il a créé son propre parti. Bon, voilà. C'est un homme de rigueur, un homme qui aime bien travailler pour son pays, parce que lorsqu'il était ministre du Plan, il a des programmes ou des projets, tout ça, il avait essayé d'améliorer. Et les ministres du Plan, son successeur là, l'avait senti. Je pense qu'il a été remplacé, si je me souviens bien, par le professeur Bahatul Koueb. Et donc, il l'avait senti. Il est là. Vous êtes journaliste, vous pouvez le rencontrer. C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, il a pris ce courage-là de réunir. Parce que, vous savez, les social de ces pays, c'est dans ces entreprises-là. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Tant que ces entreprises-là ne cessent d'être des canards boités, les sociales n'arrivera pas. Parce que toutes ces entreprises-là sont dans tous les secteurs de la vie nationale. Elles sont partout. Alors, vous cherchez les sociales où? Les sociales se trouvent dans ces entreprises-là. Alors, les peuples d'abord, vision de l'UDPS, parti cher au président de la République. Les peuples d'abord, c'est le social d'abord. Et le social, là, c'est dans les entreprises du portefeuille de l'État. Et le président de la République a bien vu et il a trouvé quelqu'un qu'il faut. Et il est là. Et il a pris l'initiative de faire d'abord le diagnostic. Et il a entre ses mains ce qu'on appelle les recommandations. Tous, nous sommes derrière ces recommandations. Même lorsqu'on parlait des États généraux de la justice ici, je vous disais que les problèmes dans notre pays, on organise des assises comme ça, on fait des recommandations et après, on les garde dans les tiroirs. Dans la salle, on a relevé ça. Je me souviens, le professeur Roger Massamba, lui aussi, avait exposé. Il a rappelé qu'à une époque, il avait conduit une commission, toujours dans les secteurs du portefeuille, pour proposer des choses. Et il y a un rapport qui date de 7 ans, 8 ans, dans les tiroirs du ministre du portefeuille. Et chaque fois qu'il revenait là-bas, quand on changeait de ministre, les nouveaux ministres avec son nouveau cabinet, avec les nouveaux membres de son cabinet, disaient n'avoir rien trouvé. Cela veut dire que quand un ministre part, il part avec tout du ministère. Ce qui n'est pas normal. Ceux qui viennent après lui, ils ne trouvent rien comme trace, comme projet, comme un programme, comme rapport. Alors, on fait du surplace. On revient sur la même chose qu'on avait déjà faite. C'est comme ça qu'on a fait voir au ministre, à l'actuel ministre du portefeuille, qu'il est utile à mettre en application ces recommandations-là. Et si le Premier ministre ne s'implique pas, si le président de la République ne s'implique pas, les Congolais n'auront pas les sociales. Parce que sans les entreprises du portefeuille, il n'y a pas de sociales. Depuis, on a tout vu ici. Les gens qui s'enrichissaient. Là aussi, on a parlé de l'enrichissement illicite dans la salle. Les gens qui vont là-bas dans des entreprises de portefeuille pour s'enrichir. Mais les sociales, on ne sent rien parce que personne ne voit que dans ces entreprises-là, il y a les sociales. On cherche les sociales ailleurs. Alors que les sociales, c'est dans ces entreprises. Et maintenant que nous avons les recommandations, si le président de la République s'implique, si le Premier ministre s'implique, le ministre du portefeuille lui-même a déjà
fait preuve de bonne volonté, parce qu'il nous a réunis, non, même nous qui ne sommes pas proches de lui, nous avions reçu des invitations. J'ai été surpris d'avoir reçu l'invitation d'être là. Et ça m'a permis de découvrir, surtout par les exposés des praticiens, des pratiquants, de ceux qui ont travaillé, géré ces entreprises, certains secrets des gestions des entreprises du portefeuille. Et moi, je pense que nous devons encourager les bonnes choses. Ce n'est pas de la flatterie, mais quand quelqu'un a des bonnes idées, nous devons l'encourager. Alors, on a qualifié nos entreprises d'un canard boiteux, mais est-ce que vous pensez que le pistonnage fait partie des éléments qui tuent nos entreprises actuellement? Bon, vous savez, ça, vous avez raison, parce que chez nous, si vous parcourez tous les actes de nomination des mandataires actifs, je parle des mandataires actifs, je suis très précis, de ces entreprises-là, vous n'en avez pas trouvé quelqu'un qui avait introduit son dossier quelque part, auprès du chef de l'État, auprès du Premier ministre, auprès du ministre, pour qu'il soit nommé. Il y a peut-être un frère du ministre, un neveu du président de la République, un cousin du Premier ministre, quelqu'un qui avait battu campagne pour X, quelqu'un qui a grandi avec Y. Bon, vous voyez. Mais c'est à cause de ça qu'on retrouve aussi des incompétents dans... Voilà. C'est ça justement. Alors, les états généraux qui viennent de se dérouler là, ont décidé, donc les participants ont relevé tous ces cas-là, que désormais, il ne faut plus que les anciennes habitudes reviennent. Il faut changer les choses. Comme le maréchal disait, plus rien ne sera comme avant. Il faut changer les paradigmes. Et lui-même, le ministre aussi, était parmi les orateurs. Il a dit tout haut qu'il faut changer les paradigmes pour sauver justement les entreprises du portefeuille. Quand on fait des changements, changer, cela veut dire que même pour recruter quelqu'un comme directeur général d'une entreprise du portefeuille, on doit les connaître à l'avance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelles études pour être placé à la tête, par exemple, de la GECAMIN? Il a fait quelles études? Il a été où pour devenir directeur général de la SNEL, de la SONAS, de la Régie des eaux? Vous voyez? Donc, nous ne devons pas toujours nous trouver en face des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Il y a un des directeurs généraux. Ah, il vient d'où? Oh non, il était aux États-Unis, il a vécu au Canada. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faisait au Canada? Il revient directement nommé directeur général. Vous voyez? Il trouve un président du conseil d'administration qui, lui, a grandi. Il a étudié là-bas, il a grandi là-bas. Delikasi à Kinshasa, président du conseil d'administration. Maintenant, cohésion, synergie, mariage entre quelqu'un venu de l'ICASI, venu président du conseil d'administration, directeur général. Voyez un peu. Déséquilibre. Voyez maintenant cette désharmonie intellectuelle et de compréhension. Quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, il a fait 20 ans aux États-Unis, à Paris, en France, 20 ans, 25 ans. Il ne connaît pas les réalités d'ici. Il vient directement directeur général. Et il a un président du conseil d'administration qui a grandi à Bongandanga. C'est le même cas avec la nomination de certains ministres. Mais voilà. C'est pourquoi ça pose problème. Mais comment la cohabitation va se faire? Donc il faut prendre le temps de checker même les dossiers et de faire l'équilibrage. Bon, on ne peut pas quand même priver nos compatriotes de la diaspora des droits, hein, de gérer les entreprises de leur propre pays, mais il faudrait chercher à équilibrer. Nous avons les dossiers de quelqu'un qui vit aux États-Unis, mais il a un bon profil. Alors lui peut être directeur général, mais il y en a d'autres qui sont d'ici, qui ont aussi des bons profils. Faisons l'équilibre.
On cherche bon, celui-ci a quand même fait des voyages aux États-Unis, il connaît quand même la culture de là. Si on les met ensemble, hein, ça va permettre à l'entreprise d'avancer. Parce qu'il ne faut pas mettre, hein, vous mélangez de l'huile et de l'eau. Ça ne va pas tenir. On nomme quelqu'un tout simplement parce qu'on dit étudier en Europe, voilà, mon Ancassia, sans pourtant avoir les compétences, voilà, maîtriser les choses. Alors tout ça, ce sont des questions à régler. C'est ainsi que après les états généraux, il y a toujours ce qu'on appelle, dans les jargons habituels, comité de suivi. Mais moi, je pense que là, dans ces domaines-là, il y a plus les aspects juridiques, les aspects des droits, parce que ça va partir des réformes courageuses. Cela veut dire que les dernières réformes de 2008 doivent subir des modifications. Des textes vont changer. Alors, il doit y avoir une commission juridique, il doit y avoir une commission des économistes pour peut-être voir à quelle mesure relancer. Comment relancer ces entreprises, comment procéder à la réforme des textes. Donc, il y aura des juristes, il y aura des économistes et des psychologues aussi. On sait tous comment est-ce que les choses se passent ici dans notre pays. On commence bien avec ces genres de projets ou ces genres d'idées, mais après, pour concrétiser cela, on sent quand même qu'il y a une lenteur qui pèse énormément. Mais vous savez, après des discussions comme ça, des textes sont épars, on doit les compiler, les réunir et les catégoriser. Parce qu'il y a plusieurs recommandations. J'ose croire que c'est le travail qui doit être fait au niveau du ministère du portefeuille. Catégoriser les recommandations. Sélectionner les types de recommandations qui... parce qu'il y en a qui concernent par exemple les contrôles. Ok? Et il y en a qui concernent également les sanctions à prendre, les profils. Donc, on doit faire maintenant les tri des recommandations et voir aussi par où commencer. Parce qu'il y a les priorités, il y a également les priorités des priorités. Vous voyez? Alors, comme tout le monde parle du problème d'hommes, est-ce qu'il faut commencer par sanctionner tous les mandataires? Non. Il faut voir qui sanctionner, qui garder, qui maintenir, qui remercier. Et on a même suggéré au ministre un texte qui sera mis à sa disposition pour harmoniser les attributions, les compétences des conseils d'administration, des présidents des conseils d'administration. Parce qu'ils vont au-delà de leurs limites. Et là, on a demandé au ministre du portefeuille de prendre une mesure d'urgence pour essayer de stopper l'hémorragie des présidents du conseil d'administration qui prennent des mesures parfois irréfléchies, si vous voulez, sur les directeurs généraux. Et je crois que c'est le professeur Ebert qui a parlé de ça avec insistance, qu'il y a un projet de texte à soumettre au ministre pour cette question-là. Cela veut dire que tout le monde a maintenant le souci d'aider les ministres du portefeuille à changer les paradigmes. C'est comme ça que moi également, je me suis aligné dans cette logique-là pour soutenir l'idée. Parce que j'insiste et je répète que les sociales en question, c'est dans les entreprises du portefeuille de l'État. Et bien voilà, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Et là, il y avait également l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF. Il était là, il avait exposé aussi, en termes, parce que lui, c'est le contrôle. Il vient pour contrôler, mais il a insisté sur l'audit interne. L'audit interne. Vous savez, si on... les DG veillent déjà au contrôle en interne, ils n'auront plus
peur de l'IGF, ils n'auront plus peur de la Cour des comptes, ils n'auront plus peur de la justice. Parce qu'ils seront déjà à même de faire face à tout, puisque l'audit interne travaille avec efficacité. Et quelqu'un a même dit, pour faire rigoler l'assistance, mais c'était intéressant que ceux qui sont dans l'équipe d'audit interne, si on vous envoie là-bas, c'est peut-être pour vous punir. C'est-à-dire que c'est quand même un service étouffé. C'est un service étouffé par les comités de gestion. Alors si on a des problèmes avec un cadre ou bien un directeur d'une entreprise, on l'envoie là-bas, dans les services de l'audit interne. Cela veut dire qu'il est allé, comme on dit, on l'a renvoyé au garage. Alors que qui permet au comité de gestion de faire face aux critiques négatives. C'est ces services-là peut l'aider à s'améliorer. Non, attention, ici, il y a un danger. Attention, il y a un danger. Et les commissaires aux comptes qui assurent le contrôle des opérations financières, on a parlé également des corruptions et tout ça, de la part des commissaires aux comptes. Il y a même une dame qui a dit, elle était experte comptable, je crois venue de la Banque centrale, qui disait que si on veut vous nommer commissaire aux comptes et vous voyez que celui qui est DG dans cette entreprise-là est peut-être votre cousin, votre oncle, refusez. N'allez pas là-bas. Parce que vous ne saurez pas contrôler votre propre neveu, votre propre frère. Vous n'allez pas les contrôler. Et vous serez inutile. D'où l'entreprise va connaître des difficultés parce que le contrôle n'est pas bien assuré. Donc, c'était vraiment des moments où tout le monde devait comprendre que les dangers de notre économie, c'est d'avoir abandonné les entreprises du portefeuille à des gens qui s'enrichissent. Parce que pour arriver à organiser les états généraux des entreprises du portefeuille dans ces pays, moi je vous dis, ce n'est pas facile. Bon, je ne dirais pas qu'il faut seulement être ministre d'État Jean-Lycée Boussa, mais il a quand même tenu. Parce que selon les confidences, ça n'a pas été facile. Donc, il y en a qui tirent profit de ces entreprises-là. Et venir maintenant faire le diagnostic de tout ça, c'est comme si vous voulez priver ces gens-là de leur gain, de leur enrichissement illicite. Vous voyez? Donc, lui aussi, à peu près comme le ministre d'État de la Justice, serait en danger quelque peu. Donc, nous devons les soutenir. Parce que ça va de notre intérêt à nous tous, Congolais. Alors, et voilà. Alors, Maître Trésor, en gros, pour conclure avec l'émission, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que les Congolais peuvent atteindre après les conclusions, après les recommandations de ces états généraux? Est-ce que les gens doivent accorder un bénéfice du doute? Certainement, c'est dit, cette fois-ci, les entreprises publiques de la République démocratique du Congo vont être aperçues avec une nouvelle image. Les choses vont changer, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la considération, que ce soit au niveau des canalisations de l'argent ou bien des fonds alloués qui entrent dans ces entreprises. Mais moi, j'ai senti la volonté dans la salle. Tout le monde a cette bonne volonté de voir l'émergence, des changements de paradigme. Et vous voyez, on a même suscité une discussion sur la nomination des mandataires dans les entreprises du portefeuille par le président de la République. Parce que celles qui ont été transformées en sociétés commerciales, et à un moment, notre pays a adhéré à l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et les règles du droit commercial appliquées dans notre pays nous viennent de l'OHADA. Et maintenant, parce que l'OHADA a déjà organisé comment les sociétés commerciales doivent fonctionner, comment les administrateurs des sociétés doivent être désignés. Chez nous, le président de la République continue à nommer les mandataires dans ces sociétés-là dont l'État est actionnaire unique. Et le débat
a été soulevée parce que on voulait que le président de la République se débarrasse de cette question-là. Mais parce que l'OHADA a fait aussi des règles, bon, les éminents professeurs qui étaient là ont éclairé la lanterne de tous en disant que les droits OHADA, dans l'un de ses actes uniformes, a prévu que si une société est régie par un statut particulier, cette société doit continuer à fonctionner sous ces statuts-là. Or, chez nous, les entreprises du portefeuille sont régies par des statuts, un statut particulier. Et ces statuts particuliers fait que, même déjà au niveau de la Constitution, c'est le président de la République qui nomme les mandataires publics. Donc, cette question ne peut pas déranger que le président continue à nommer les mandataires, mais il faudrait dorénavant qu'avant de nommer, peut-être qu'on soumette tout le monde à un concours. On peut lancer les recrutements, que des gens qui veulent être nommés des mandataires viennent déposer leur dossier peut-être au ministère du portefeuille ou bien à un endroit qu'on doit indiquer. Et chacun doit apporter son dossier et il y aura une commission qui va étudier les dossiers et en fait de compte transmettre les noms au président de la République, peut-être par les biais du ministre du portefeuille. Et puis la nomination sera peut-être participative à la satisfaction de toute la nation. Mais moi je pense que nous devons quand même nous devons être optimistes et soutenir cette initiative et dire également félicitations au ministre d'État du portefeuille Jean Lycée Boussa. Et j'aimerais, avant de finir, parce que je finis par là, dire que nous avons appris hier qu'au niveau de la province de la Tchoapa, je profite de cette occasion, il y avait un cas de naufrage. Nous attendons les bilans, si ce sera lourd ou léger. Mais déjà, l'un des députés nationaux de cette province avait soulevé la question à la plénière d'hier. Et le bureau de l'Assemblée nationale, Presto avait pris une mesure pour transmettre une correspondance directement au ministre concerné afin d'aller vite s'enquérir de cette situation. Et le député national en question, c'est l'honorable Célestin Ngelemba, à qui j'ai dit félicitations parce qu'il est très actif. Et nous sommes ici, parfois dans des milieux reculés, on n'est pas informé, mais à travers des représentants de ces milliers-là, nous pouvons être informés. Et donc, il faudrait que les députés nationaux prennent également des choses comme ça au sérieux, et puis surtout qu'ils soient vraiment en contact avec leur circonscription, parce que Kinshasa ne peut pas être informé si les députés eux-mêmes ne sont pas informés de la situation de leurs électeurs. Et parce qu'ils continuent à être leurs électeurs, parce que demain, il y aura également les élections. Donc, je clôture par là. Et à vous, je vous dis merci. Merci de penser à moi. Et continuez à le faire. Et je serai toujours là pour répondre à vos questions. Maître Trésor Likonza, juriste auteur de plusieurs livres qu'on a toujours abordés ici. Vous avez pris part justement à ces états généraux du portefeuille par invitation. C'est pourquoi on a voulu aborder cette question avec vous, même si on n'a pas tout abordé. On va organiser une autre émission, certainement avec certains détails liés aux recommandations de ces états généraux. Pourquoi pas revenir aussi sur les parties restantes de l'un de vos livres que vous avez écrit récemment, qu'on avait déjà prévu. On va programmer une émission. Sinon, c'est un réel plaisir pour nous de passer cette émission avec vous. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre énième invitation. Merci. Merci Sarah. Merci Daniel, merci Maître Trésor, merci à ceux qui nous ont suivis aussi. Cette émission, c'est à partir des 22h. Juste à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.